Hey! Donc, bienvenue pour cette série de conversations authentiques. C'est la première aujourd'hui avec Ghislaine Duboc. Donc, nous revoici. J'attends. Merci pour votre patience. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc en attendant, je vais vous expliquer un peu le principe. C'est une série de conversations que j'ai envie d'avoir comme ça en public avec vous, avec des personnes qui ont été importantes dans ma vie, qui ont participé à m'aider à changer de trajectoire de vie ou qui m'inspirent au quotidien par la façon dont elles vivent leur vie alignée avec leurs valeurs. Donc je suis très contente de vous voir aussi nombreux et j'espère que cette fois-ci, Ghislaine va trouver le chemin de cette vidéo. Sinon, est-ce que moi, je peux l'inviter? Ah, voilà. Normalement, tu me vois et je t'ai envoyé une demande pour que tu puisses rejoindre ce live. Yes! Formidable. C'est bien, ça a permis à tout le monde d'arriver. Le temps Parfait. que nous, on se cale, tout le monde a pu prendre trouver le chemin de ce live. Donc, figure-toi que nous sommes toi et moi, avec 136 personnes qui vont passer leur pause déjeuner ou prendre un temps dans la journée pour nous écouter. Donc c'est très chouette. Merci à tous. Oula, 150 personnes, dis donc. Les gens avaient envie de nous entendre, de t'entendre. Merci Ghislaine d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Avec joie. Avec joie, ça va? Alors moi, je t'ai présenté, bon, les gens te connaissent hein, beaucoup aussi, c'est vraiment chouette. Et je t'ai présenté récemment dans un post, dans une newsletter pour annoncer cette conversation. Et je voulais te donner l'occasion, parce que je l'ai présenté avec mes filtres à moi, en présentant le rôle que tu as joué dans ma vie. Mais j'ai envie forcément de te laisser te présenter toi aussi en quelques mots, exactement de la manière qui te fera plaisir aux personnes qui sont avec nous maintenant. 178. Ouh. C'est difficile de se présenter, hein, parce que si on est en Occident, on va dire qu'est-ce qu'on fait, hein. Non, non. Euh, Si on est ailleurs, on va dire bon, c'est par rapport à ce que l'on aime. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Aujourd'hui, je crois que je suis quelqu'un qui aime communiquer, hein, mais avec les outils que le confinement nous a révélés. Oui. euh, qui sont impressionnants parce que je ne pensais pas que les vidéos, ce que l'on peut faire sur Internet pouvait avoir autant d'impact. C'est quelque chose qui m'a énormément surprise. Et, euh, et à la fois, c'est peut-être le moyen aussi de pouvoir se retrouver dans le réel. Et Ouais. c'est un peu comme ça que j'aborde aujourd'hui la communication à travers les écrans. C'est une rencontre pour pouvoir être plus à l'aise. Je crois que le confinement nous amène à apprivoiser l'autre parce qu'on en a eu peur pendant ces dernières années. Cet individualisme forcené eh bien, amène un isolement. Et là, il est révélé aujourd'hui. Et je crois que ce qu'on peut faire comme communication à travers ces écrans, c'est réapprivoiser le goût de l'autre dans sa réalité, hein, sur la terre, avec un verre dans la main, enfin, pas forcément obligé de picoler, hein, mais bon, tu vois, voilà, c'est ça, de pouvoir le faire parce que on s'était éloigné, on ne le savait pas. Ouais. On était seul et on ne le savait pas. On était vide souvent parce que très excité avec beaucoup, beaucoup de rapidité dans l'action. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si tout retombait et on regarde qu'est-ce qu'on a vraiment. Et ce sont des outils de communication qui, comme aujourd'hui, permettent aussi de célébrer des rencontres comme la nôtre Ouais. et de partager le fait que des rencontres peuvent être un tournant dans une vie, que ce soit en thérapie ou que ce soit en amour ou que ce soit en guerre, qu'importe. La rencontre fait grandir et permet d'avoir des voyages différents de celui qu'on avait imaginé. Voilà. Merci. Et tu sais, quand tu dis, tu célèbres un peu les moyens de communication, que toi, tu as donc aussi découvert cette façon de faire des vidéos comme ça pendant le confinement et tu ne le faisais pas avant. Et tu dis, je suis émerveillée de voir l'ampleur que ça peut prendre. Ça prend de l'ampleur aussi quand le message. Et moi, je considère que, alors on nous parle d'algorithme.
rythme et de règles technologiques qu'il faudrait respecter, mais quand un message est juste, il trouve son chemin vers les personnes, les cœurs qui ont besoin de l'entendre. Et tu vois, tu sais pas forcément bien faire. Là, on a galéré pour se mettre en live, mais on s'en fout. Les gens, quand ils doivent se connecter à ce que tu as à dire, mais ça va au-delà des frontières ou des complexités technologiques. Et je trouve ça génial, tu vois. Donc, merci pour ça. Merci. Et moi, j'ai été ravie. Bah, de toute façon, j'étais en tête depuis, on s'est rencontrés en 2014, à l'époque où donc j'ai fait mon switch. Et, et tu as une place très chère dans mon cœur depuis. Et puis là, je te redécouvre par les réseaux sociaux pendant le confinement et je me dis, waouh, elle est incroyable! Elle est incroyable. Ok, Oui, formidable. et je crois que c'est aussi ça pour beaucoup de thérapeutes, pour beaucoup de gens qui ont une activité, même qui fabriquent des objets artisanaux ou des choses comme ça, ou qui ont des projets. C'est tout d'un coup de découvrir qu'on sort du cabinet. Hein. Le cabinet, ça permet d'avoir un certain nombre de personnes. Les groupes de travail, les stages que j'anime, c'est à nouveau un certain nombre de personnes. Mais là, évidemment, ça donne une ampleur extraordinaire, ce moyen de communication. Et je crois que pour beaucoup, surtout si on a envie comment dire, d'épauler la variété et le multiple de chacun, cette particularité qu'on a, eh bien, c'est un outil qui peut justement oser mettre en valeur des petits artisans, des petites choses qui tout d'un coup vont avoir la puissance de la rencontre pour pouvoir faire partager leurs connaissances et leurs connaissances et leur savoir des fois d'objets hein, ou Ouais. en légumes ou en participation par exemple dans les entreprises qui aujourd'hui souffrent beaucoup. Il faut penser qu'il y en a qui vont être en faillite et que peut-être ces réseaux eh bien, vont permettre à certains de faire un crowdfunding, enfin de les aider pour pouvoir être dans l'entreprise plutôt que dans l'EHPAD. Ça risque de créer des mouvements solidaires où on quitterait la banque pour passer à autre chose. Et bon, c'est ça aussi, cette magie. Donc, les rencontres du cabinet, elles se sont élargies. Je crois qu'on est beaucoup à faire ça. Mais oui, exactement. Et à l'époque, quand j'étais rentrée de mon voyage, tu m'avais proposé qu'on fasse une conférence à Paris. Tu te Oui, souviens, on était serrés dans un café parce qu'on avait été un peu dépassé par le nombre de personnes. Je crois qu'il y avait on devait être 70, 75 dans un cabinet. Et là, en plein confinement, alors qu'on veut nous isoler et nous maintenir tout oui. le temps, là, avec 250 personnes en train de parler en live et je trouve ça extraordinaire. Et en fait, j'ai envie de te demander aussi parce que récemment, j'ai envoyé une newsletter aussi où je disais, mais je préférerais un monde dans lequel, au lieu de demander, mais tu fais quoi dans la vie, ce que tu as évoqué là, on se demanderait, mais c'est quoi ton histoire, par exemple? C'est la question qu'on me posait toujours sur la route pendant le voyage, parce que comme personne ne travaille, les baroudeurs, on se demandait plutôt, c'est quoi ton histoire? Ou alors, ce que je disais dans ma newsletter, c'est que je préférerais tellement un monde où on commencerait en disant, mais c'est quoi tes valeurs? Et quelles sont les valeurs qui sont chères à ton cœur? Donc peut-être pour comment dire, enrichir encore un peu cette présentation de toi, est-ce qu'il y a une de ces deux questions à laquelle tu as envie de répondre? Quelle est ton histoire? Quelles sont tes grandes valeurs, les valeurs qui sont chères à ton cœur? Oui, chaque être est un livre. Hein, et je ne sais plus dans quel pays, ils ont fait en sorte que les gens rencontrent des livres, les livres d'un émigré qui arriverait ici. Vous voyez, plutôt que d'en avoir peur, eh bien, il raconte son histoire. Ouais. Et à travers l'histoire de l'autre, c'est pas un héros imaginaire, il est devant vous. Il y a une vibration, une alchimie qui se met et on apprend quelque chose de l'histoire de l'autre parce que elle éveille chez nous dans les profondeurs un partage. Et j'aime, je crois que quand on était par exemple à mon époque, quand quelqu'un arrivait dans une classe et que c'était un émigré ou quelqu'un du voyage, on lui demandait raconte ton histoire. Et on Et n'avait pas c'était pour peur. l'intégrer. Ouais. On disait, bon, c'est un Portugais, alors d'où tu viens, comment ça s'est passé? Et on trouvait que c'était très courageux, ce qui permettait d'accepter, alors qu'aujourd'hui, bien entendu, tout le monde fait peur. Et je trouve que c'est beau, cette pensée de dire, raconte-moi ton histoire, parce qu'en plus, selon le moment, vous raconterez jamais la même histoire, puisque Exactement. on est des réalisateurs de cinéma, et donc on Effectivement. prend des bouts de vie, hein, et puis on les assemble selon son humeur. Il y a des jours où on fait des histoires qui sont des cauchemars, des histoires sublimes, des fois on est des héros de notre propre vie. Et c'est pour ça que quand on a une vie bien remplie,
et que l'on vieillit, par la fenêtre, c'est l'écran de notre vie que l'on repasse et on Mhm. réécrit l'histoire. Hein. Je crois que quelqu'un qui a 80 ans, il va écrire l'histoire qu'il écrit, vous êtes sûr qu'il n'y a pas grand-chose de vrai. Il y a juste des rushs, hein, mais il en a fait des belles choses. Simplement, c'est ce partage du conte de l'homme qui, en racontant une histoire, on raconte surtout un homme qui a traversé des épreuves, un homme, une femme, et qui à un moment a trouvé des vérités différentes. Et c'est ce qui fait que ça relativise la rigidité du monde. Parce que on croit qu'on tient quelque chose et quand on écoute l'histoire des uns et des autres, eh bien, on découvre que chaque fois qu'on croit tenir quelque chose, ça s'en va. Hop, on l'attrape et hop, Exactement. ça s'en va et hop, on l'attrape. Et c'est ça l'histoire. C'est pas Voilà. rigide. L'autre nous raconte un peu son odyssée de vie. Il y a ce mot qui vient là quand je t'écoute parler. Je trouve que c'est tellement puissant parce qu'on connecte tout de suite d'histoire à histoire, d'humain à humain, parce qu'on est tout le temps en train, enfin, dans le monde actuel, là, j'ai l'impression que les gens, et le travers des réseaux sociaux aussi, on voit que ce qu'on veut voir, ou on montre que ce qu'on veut montrer. Et il y a eu, enfin, c'est pas ma posture et ma recherche à moi, mais il y a tellement de gens qui sont dans une apparence de perfection, qui ne montrent que des choses qui sont parfaitement élaboré, validé. Et donc, on se retrouve de perfection feinte à perfection feinte. Et il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de possibilité de rencontrer l'autre dans son histoire avec curiosité, etc. Et tout de suite, on se sent moins bien ou différent. Et c'est ça qui est dommage. Donc, c'est pour ça que la notion de mais c'est quoi ton histoire, elle est belle parce qu'elle met l'autre en valeur. Et tout de suite, il y a cette curiosité, en fait. Et souvent, donc, quand je me suis mise à poser cette question, depuis que je suis rentrée beaucoup, les réactions des gens sont hyper drôles. Parce qu'il y en a qui, ben non, enfin, c'est cette question, je vais pas répondre à ça. Il y en a qui sont hyper touchés. Il y en a qui sont ouais, émus. Il y en a qui m'ont dit, ben ça dépend, t'as combien de temps devant toi? Est-ce que je suis censée te le raconter en 5 minutes ou est-ce que tu as 5 heures? Et c'est super intéressant. Donc, Oui. Et donc voilà. c'est une autre façon de créer la rencontre, mais dans la société, dans le conditionnement dans lequel on est, alors qu'on accepte avec joie de développer des objets intrusifs hein, qui nous filment, ou pour de la sécurité, on mettrait des caméras partout, où on a des mémoires incroyables, des Oui, choses. bien Dès sûr. qu'il s'agit de se révéler en vrai, là, de dire voilà, mon histoire, c'est ça, on dit ah non mais ça c'est à moi ça je vais être fragile après ou je vais être vulnérable ou après on va profiter de moi si je me révèle. Or c'est une folie parce que quoi que vous disiez l'autre il entend que ce qu'il veut et que ce qu'il peut entendre, ce Mm. qui fait que même si vous disiez je sais pas j'ai fait un chemin de croix, j'ai fait ça et ça, eh bien celui qui ne peut pas accéder à ça, il dirait oui, c'est un orgueilleux qui s'est pris pour un saint. Bon, alors c'est pas du tout ce que vous aviez dit, mais il entendra, l'autre va entendre ce qu'il peut entendre. C'est pour Exact. ça que ne nous cachons pas, on peut être libre puisque on ne sait pas ce que l'autre entend. Alors, autant faire son chant parce que, qu'importe les mots et l'histoire, mais la vibration d'honnêteté vis-à-vis de soi fait que l'autre se sent respecté. Parce que quand mon chant se met à partir de l'être profond que je suis, il n'empiète pas sur l'autre, il ne cherche pas à le convaincre, il ne cherche pas à la mener dans son histoire. On chante, il veut écouter, c'est bien, ça lui plaît pas, il s'en va, c'est correct. Donc, c'est vraiment ce respect en partant de soi qui permet à l'autre de vous écouter. Mais après que ce qu'il peut entendre, hein, c'est... Exactement. Et tu sais, j'ai une de mes thérapeutes actuelles qui m'a introduit récemment, c'est hyper beau, cette notion de fidélité à soi. Et d'expliquer que même ne serait-ce qu'au sein du couple, on ne peut être que fidèle à l'autre que si on est fidèle à soi. Et cette notion de fidélité à soi, elle résonne très fort avec ce que tu viens d'exprimer de la vibration d'honnêteté. Quand on est honnête vis-à-vis de nous-mêmes, alors déjà, on permet à l'autre d'être honnête vis-à-vis de lui s'il a envie. Il ne la prend pas forcément toujours, cette option. Et c'est hyper important. Et donc, tu vois, c'est des grands mots, mais dont il ne faut pas avoir peur. Je trouve que c'est tellement beau de construire une vie autour de valeurs fortes, tu vois, d'honnêteté, de fidélité, de l'intégrité. C'est hyper important pour moi et c'est pour ça que je reviens sur cette notion-là. Et
Et en ce moment, je suis beaucoup en train de me demander, mais pour moi, le monde, bon, en ce moment, on voit qu'on est quand même arrivé à un espèce de déséquilibre. Comme tu le disais tout à l'heure, l'isolement qu'on ressentait peut-être certainement déjà dans nos cœurs, ben là, il est rendu visible dans la matière, parce que c'est ce qu'on vit tous cette année. Et la question que j'avais envie de te poser, parce que moi je me la pose beaucoup en ce moment, c'est de quoi a besoin le monde en ce moment? Et la façon dont je me formule la question, je me viens de l'univers du chamanisme que tu expérimentes et connais très bien aussi, avec la notion de médecine. Donc moi j'ai découvert cette notion de médecine dans des contextes de cérémonie où on prend des médecines sacrées issues de la nature pour accéder à des réponses qui sont en fait déjà à l'intérieur de nous, mais voilà. Et donc je me demande quelles sont les médecines dont le monde a besoin aujourd'hui et quels sont, pour commencer à aller mieux, parce que je crois vraiment qu'une partie du monde ne va pas bien. Et donc, je me pose cette question-là de cette façon-là et j'avais envie de te la poser à toi aussi. Je crois que on a construit ce qui fait partie de la nature profonde de l'homme. Dans le sens que si on dit dans le monde des Indiens, quand on a commencé à les coloniser, ils ne comprenaient pas qu'on travaille autant parce qu'ils disaient « et le monde des rêves ». Où, Et le quoi? Le où monde vous, de... le monde des rêves, où vous allez avoir du temps pour le monde des rêves, vous voyez? Bon, parce que naturellement, le monde des rêves était une façon de se connecter à la réalité du monde, à apprendre par exemple d'une plante comment tisser le coton, à apprendre dans un mélange de plantes. Ça va? Vous m'entendez? Oui, C'est oui, bon? j'entends. Apprendre dans un mélange de plantes comment soigner. En fait, le voyage des rêves était un voyage de rencontre dans les diverses dimensions. Et il pensait que nous n'avions pas ce monde de rêve. Ce qui était vrai, puisque nous, on avait un rêve qui ne bougeait pas, qui était un rêve religieux. Hein. Donc, on restait là-dessus, on ne le faisait pas vivre. Hein. Il l'avait vécu, on était avec nos fantômes. Bien, eh bien, aujourd'hui, on a créé un monde de rêve. On a vraiment mis la nature profonde de l'homme, c'est-à-dire nos connaissances, hein, se connecter, on ne le fait pas par la télépathie, mais on le fait par nos outils. On est arrivé à voyager, on pourrait être dans le vol d'un aigle, hein, avec les technologies d'aujourd'hui. Alors, au lieu de le faire naturellement, comme on le fait avec l'Indien, ben là, on passe par une technique et puis tout le monde peut le faire. On peut aller dans le microscopique et s'émerveiller de ce qui se passe dans une pierre plutôt que de rentrer dans une pierre. Moi, je les adore, rentrer dans une pierre. Mais maintenant, la dernière fois que j'ai vu dans un documentaire ce que je pouvais dire à mes petits-enfants, regarde, c'est ça que je vois, mais là, c'est le microscope qui l'a vu, et c'était top, quoi. Donc, vous voyez, tu vois, c'est deux façons qu'ont eu le monde. Sauf que, quand on parle du rêve indien, il ne détruit pas. Nous, notre rêve, pour accéder à ce rêve collectif, on On, détruit on tout détruit. le réel. Mais on est dans la même dynamique du goût du rêve. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ce rêve coûte tellement cher qu'il va finir en cauchemar pour nos enfants. Et ça sera une mort lente et douloureuse. Donc, quand les sages vous disent que vous fassiez du bouddhisme ou quoi que ce soit, on vous dit qu'il faut quitter le monde de Maya, qu'il faut quitter l'illusion, on parle de cette façon qu'on a eue d'aller au rêve par la matière plutôt que d'y aller par l'âme et l'esprit. Oui, Et c'est incroyable parce qu'on a fait la même chose. C'est pour ça qu'on est vraiment frères. Simplement, un est rentré dans la matière et l'autre est allé dans l'esprit. Mais c'est nous, on a les deux en nous. Hein? On peut vivre les deux en nous. Et aujourd'hui, il faut arrêter le cauchemar. Parce que si on ne retourne pas dans quelque chose qui est la connexion au vivant, plutôt que la connexion à la reproduction du vivant, hein, c'est-à-dire à sa façon synthétique d'exister, qui est magnifique. Hein. J'avoue que quand vous êtes dans ces trucs virtuels, moi qui ai le vertige, ils m'ont fait tomber. Enfin, c'était un truc de fou. Mais et ils peuvent aller plus loin. Et ça peut être passionnant d'aller dans un rêve qui vous capte toute la vie. Vous savez même plus que vous allez mourir. Vous n'avez même plus besoin de savoir que vous aimez pas ou que vous n'êtes pas aimé. La captation du rêve, c'est ce qui empêche d'être dans la conscience du vivant. C'est ce que vous disent les sages. Et aujourd'hui, on l'a fait tellement grand, il peut tellement nous coûter la vie qu'il est peut-être
le- comment dire, l'instrument, la façon horrible de nous amener au merveilleux. Euh, C'est-à-dire qu'on va peut-être faire le culbuto. Hein. En tout cas, c'est ce que je- j'ose penser. Voilà. Mhm. Donc du coup, toi, quand tu dis ce dont le monde aurait besoin, c'est de trouver un chemin d'accès au rêve qui soit pas un chemin qui détruit, mais un chemin du coup plus intérieur de reconnexion au rêve via l'énergie du vivant à l'intérieur de nous, plutôt que d'essayer de la matérialiser à Oui, l'extérieur et de la synthétiser, comme tu disais. je C'est crois ça? que aujourd'hui, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de comprendre qu'on est rentré pour quelque chose que l'on sait faire, qu'on n'a pas appris à faire. On a mis des outils et Mhm. que il faut apprendre à quitter les outils pour aller dans ce qu'on aime, ce goût du lien, ce goût du beau. Il demande de réouvrir les sens. Aujourd'hui, une grande partie de la population va en forêt et tu en as accompagné en forêt puisque tu fais aussi tes groupes dans les forêts. Quand on va en forêt, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sentent rien. Ils voient les arbres, ils voient du vert, ils voient de la terre qu'ils trouvent sale, mais ils ne sentent rien. C'est pas facile l'accès. Si je suis par exemple un enfant soldat, je ne peux pas sentir l'amour qu'on me donne parce que j'ai dû me fermer pour survivre. Eh bien, si je suis élevée dans une ville et que je n'ai pas apprivoisé la nature, c'est la même chose. Parce que pour rester assis des heures sans courir, sans odeur, sans parfum ni rien, eh bien, il faut que je me coupe de mes De mes sensibilités. ouais. Voilà, donc quand on les ramène, dire que c'est là où se trouve le merveilleux, ils vous regardent en disant, mais là, ça ne va pas. C'est la folie. Donc je crois qu'on a ce travail du retour du goût de l'autre qui amènera du goût de la nature et de notre terre. On n'a pas besoin forcément d'aller, on a des fois besoin, ça nous fait plaisir d'aller en Amazonie ou d'aller en Colombie ou dans les trucs comme ça, mais là aujourd'hui on a une terre blessée qu'on connaît bien puisque c'est nous qui lui avons fait mal. Donc se toucher notre terre, à nous, c'est vraiment ça qui est très important. Et la soigner. On a cette connaissance dès qu'on ouvre les sens. Elle est, euh, elle est accessible à l'ensemble de la population. Moi, quand je fais certains rituels, il y a des amis chamans qui viennent, ils me disent ah, tu fais ça toi aussi bah, je dis oui, mais moi, c'est venu comme ça. C'est parce que quand, quand c'est juste, c'est juste. Vous mettez n'importe quel enfant qui va courir dans l'eau si elle n'est pas fraîche, il va taper et il va faire la même chose où que vous soyez dans le monde. Dès qu'on est dans le Exact. rapport au vivant, cette connaissance que l'on a s'ouvre en soi. C'est ça qui est important. Exactement, et j'adore ta façon de le formuler. Moi, la façon dont je me le suis formulé, ça, c'est que quand je voyageais, j'ai énormément écrit. J'ai énormément écrit, ça a été ma façon de comprendre des choses. Et souvent, on me demande, mais qu'est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as des recommandations de lecture, etc., pour approfondir telle thématique ou pas? Et en fait, j'en ai très rarement. J'ai lu des livres, on va dire, de développement personnel spirituel depuis que je suis rentrée. Mais en fait, pendant mon voyage, c'était pas via la lecture, c'était via ces heures de connexion à moi, à ce voyage dans mon monde intérieur, que des idées, des choses me venaient, que je découvrais après dans des livres, parce que c'est pas les idées, elles appartiennent pas à une personne, c'est une énergie qui veut prendre vie, on va dire sur Terre, et qui arrive dans plein de cerveaux en même temps. Et si on est assez curieux et assez disponible pour s'ouvrir à ça, on a tous les mêmes vérités universelles à l'intérieur de nous. Et ce qui sortait dans mes écrits et que je trouvais dans des livres de grands je sais pas quoi après, c'est exactement la même chose. C'est si on veut bien écouter et se connecter, on a accès à la même source, à la même grande vérité avec un vrai à l'intérieur de nous. Et une autre formulation qui m'avait énormément marqué, j'ai assisté à un séminaire de plusieurs jours où il y avait le Dalai Lama. Et, euh, et voilà, c'était par thématique. Et la journée, on a parlé des religions et des spiritualités. Il y avait un grand représentant du bouddhisme, un grand représentant, enfin de chaque grande voie spirituelle et religieuse mondiale. Ce qui était très touchant, c'est qu'il y avait une femme qui représentait la voie indigène mondiale, dont j'ai oublié le nom, qui m'a tiré des larmes à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. On avait l'impression que c'était Gaïa qui parlait à travers cette femme euh, polynésienne ou néo-zélandaise, je ne sais plus, assez âgée comme ça et qui venait défendre la voix du vivant et la voix. Et donc tout le monde parle, c'était un magnifique débat, très très beau, énormément d'amour. Et le Dalai Lama finit en concluant en disant, vous avez compris ou pas? Parce qu'en fait là c'était vraiment, chacun disait la même chose dans ses mots de son dogme, mais tout le monde disait Dieu est amour et on est tous un, et, etc. Et lui, la façon dont il résumait ça à la fin, il dit, vous avez entendu là, vous, dans la salle?
Euh, il est très métaphorique et il dit, c'est égal que vous rentriez dans un restaurant parce que ce qui vous a plu sur la carte, c'est les pâtes, les sushis, la salade ou tel dessert, c'est égal tant que vous rentrez dans le restaurant parce que c'est le même cuisinier derrière. Et c'est la même source de vie et de vérité qui est visible, enfin, et qu'on y rentre par le bouddhisme, par autre chose, etc., tant qu'on connecte à la sincérité de la source qu'il y a derrière, et c'est la même source, c'est le même cuisinier. Et ça m'est resté, j'ai trouvé ça magnifique, et j'adore comment tu l'expliques. Bah, tu mets un enfant de n'importe où dans le monde, il fait pareil, il fera Mm. pareil que les autres. Parce qu'on a tous ça en nous, on a cette universalité dont on se coupe ensuite. Mais je crois que la religion, c'est des bases qui amènent des conditionnements différents selon les religions qu'on a, donc des expressions de vie différentes, et que les sources, par contre, les sources inspirantes de la religion sont les mêmes. On les mêmes, Moi, exactement. c'est que l'on prenne Jésus, Bouddha ou autre, ce qui me fascine dans ce qu'ils ont de commun, et d'autres qui n'ont pas été connus, enfin qui n'ont pas pu être repris par le système religieux, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils détruisent systématiquement la structure sociale de leur pays. Quand on regarde le Christ, ce qu'il dit, c'est je viens séparer le père du fils, la mère de la fille, je viens séparer le riche du pauvre, je viens séparer, il sépare tout. Il dit, je suis là, je suis une paix, je sépare. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il remet tout le monde au même niveau. Il refuse la hiérarchie, chacun devient celui qui est à sa place. On a une place parce qu'on fait partie du monde et quelles que soient les religions, ils ont tous à un moment un prophète, comme Bouddha qui vient, qui à nouveau coupe à nouveau toute la hiérarchie, il n'a pas envie de tout de ce schéma. Chaque fois, on en a un qui essaie de remettre l'incarnation de la première source, du premier qui a mis les mots. Ce qu'il y a de dommage, c'est que ces mots sont vivants et réunissent des millions de gens. Ils sont comme une vibration énorme et ensuite, ils vont être figés par ceux qui ne le vivent pas. Et paradoxalement, ceux qui ne le vivent pas vont créer les règles de l'amour, les règles du vivre ensemble, les règles de tout ça, et ils sont dans une cellule. Parce que ça passe par l'esprit, essentiellement par l'esprit, alors que les prophètes, ceux qui ont été la source, qui se rejoint effectivement partout, l'ont passé par le corps, l'ont passé par les amours, par les larmes et par tout le reste. C'est ça qui est super. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose d'extraordinaire aussi. On a nos moines, on a nos moines. Nos moines, c'est les moines, on a des moines qui s'appellent, par exemple, celui qui a créé Facebook. Il est pas totalement, il a un vrai problème, hein, il ne peut pas communiquer, il n'a pas d'amis, que dalle, hein, quand il est jeune, mais alors il va créer l'outil du lien. Vous dites, waouh, c'est fou. Mais c'est ça aussi, la réalité du moine, c'est celui qui peut avoir une vision du système, comment les gens fonctionnent, puisqu'il ne peut pas y rentrer. Donc, de l'extérieur, il comprend mécaniquement comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a des gens qui dirigent un monde qui s'appelle les libertariens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à la terre. Eh bien, ils dirigent notre monde comme des moines, c'est-à-dire avec une vision d'un monde qui serait complètement coupé de tout le vivant, sans aucun problème, et on rejoindrait le péché capital de toutes les religions. Il n'y en a pas une qui ne l'a pas, celui-là, être le créateur. Quand on veut être le créateur, c'est là le vrai péché. C'est accepter d'être la création, et c'est le chamanisme. Le chamanisme, on est dans la création. Alors que dans le monde conditionnel, on est le créateur. Je pénètre le monde, ça c'est un occidental. Je jouis du monde, ça c'est un indien. On a deux réalités, et dans cette pénétration, j'affirme ma façon d'être un peu, je vais vaincre la mort, je vais vaincre la règle de la vie, qui pourtant donne vie. C'est quand même un truc fou. Et moi, je crois que c'est important de bien connaître sa religion, parce qu'elle nous guide bien au-delà, et elle nous amène à cette source, et au-delà de la source, il y a l'expérience,
qui transforme et qui fait que quand on n'a plus de mots, c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on sait. Bizarrement. J'ai juste Pour envie moi, en tout cas, de- c'est comme ça. j'ai envie de redire pour que ce soit bien entendu et bien intégré ce que tu as dit tout à l'heure. Et la pénétrer le monde, c'est la façon occidentale, et jouir du monde, c'est la façon que toi tu appelles de l'indien, ou Oui, la façon plus indienne. orgasmique. Pas Elle plus est ça. orgasmique. C'est-à-dire que Pas mal. on voit bien dans l'orgasme, qu'est-ce que c'est qu'un orgasme, hein? C'est un oui. Je peux Ouais. m'imaginer C'est que l'ouverture. hein, c'est le oui à L'ouverture. tout. L'ouverture. On me pénètre, très bien, je dis oui. Je peux imaginer qu'il y a plusieurs hommes, qu'il y a des moches, qu'il y a des moches. Je dis oui, 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 oui. L'orgasme, c'est un oui absolu. Mais c'est l'histoire de l'homme qui, quoi qu'on lui dise, il dit encore un souffle de plus à la vie. C'est ce oui dans cet amour inconditionnel et cette plante qui traverse le goudron et qui dit oui encore. C'est ce oui, quoi qu'il y ait, humiliation, blessure, machin, oui. Ça, c'est C'est ça. orgasmique. Et donc, c'est un schéma qu'on pourrait appeler plus ouvert au féminin. Alors que quand je pénètre le monde, je n'ai pas dit les hommes, hein, je dis féminin. On est féminin et masculin, hein, on n'était pas les hommes Bien et les sûr. femmes. Bon. Donc, à sa partie féminine, alors que le masculin, il construit, il pénètre, il croit qu'il va trouver l'éternité. Hein, alors qu'il ne sait pas que l'éternité agit surtout quand il y a la mort. Il n'y a que là qu'il y a l'éternité, c'est l'éternité du mouvement. Et donc là, tu parles du masculin, du féminin. Donc moi, ça m'évoque aussi l'équilibre, l'alignement. Et c'est une notion, une valeur qui m'est chère. Et je considère que tu as été de ces personnes qui m'ont permis de retrouver mon alignement quand j'étais heureuse. Et tu m'as pas connue au fond du trou. Non. J'étais bien, j'étais souriante, j'avais une vie, mais il y avait quelque chose qui convenait pas. Il y avait quelque chose qui était désaligné, que j'écoutais pas depuis des années. Et cette notion d'alignement, elle est hyper importante. Et donc, comme je le dis, tu as fait partie des personnes qui m'ont permis de prendre conscience que j'étais désalignée. Non, ceux qui m'ont permis de prendre conscience que j'étais désalignée, c'était d'autres. Ça s'est passé plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand je suis revenue en France et que j'ai repris ma vie normale, cette prise de conscience du fait que j'étais pas alignée, elle a été très difficile à encaisser. Et en quelques jours, finalement, dont un passage chez toi au cabinet qui a été marquant pour moi, pouf, j'ai fait ce qu'il fallait pour remettre cet alignement-là. Et en fait, pour moi, tu vis une vie aujourd'hui, enfin, c'est ce que tu m'évoques ça aussi, quelqu'un qui est très aligné avec ce qu'elle croit vrai, juste, qui le partage avec énormément d'enthousiasme, qui s'est construit une vie un peu atypique aussi autour de ce qui résonne pour toi. Et ma question, c'est est-ce que tu as toujours été toi, ou est-ce que tu es passé comme moi, il y a longtemps peut-être, par une phase de vie où tu n'étais pas en alignement avec toi? Je crois que l'alignement, pour moi, c'est à nouveau une perception. Aujourd'hui, je n'aurais pas dit ça il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne le vis pas comme, euh, comment dire, de la même façon. Je pense Mhm. qu'à l'intérieur de soi, on est un village et que selon les événements d'une vie, on donne la priorité à l'un qui a telle capacité plutôt qu'à un autre. Et que euh, cette verticalité, c'est faire qu'il y en a un qui va prendre le lead. Mais j'aime le voir moi en cercle et pas en vertical. Parce que euh, dans le schéma vertical que j'ai connu dans une période de ma vie, comme tu dis, la première période de ma vie, c'était les affaires. Hein. Donc, parce que j'avais jeune ces petits problèmes, enfin, c'est pas ces petits problèmes, mais disons cette sensibilité qui faisait de moi une sorcière, hein, tout simplement. Bon, donc ça fait un isolement total. Et ce qui permet de ne pas se sentir anormal, puisque quand vous avez des particularités, même dans ma famille, ça allait bien, hein, parce que mes grands-mères, tout le monde l'était, donc ça pose aucun problème. Mais quand on est en pension ou quand on est à l'école, ça pose de vrais problèmes, de très sérieux problèmes. Et donc, le seul moyen d'être accepté dans ce monde, c'est d'être marié à mon époque, d'avoir des enfants, bien entendu, et puis de réussir professionnellement et d'être riche. Voilà, à peu En près. faisant taire la sorcière. Hein? En faisant taire la sorcière à l'intérieur de soi. Oui, parce qu'il faut être extrêmement rationnel et rentrer dans cette folie du monde qui fait que les affaires, la, la, la réalité du dossier est plus importante que la réalité humaine.
Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se coupe de toute sensibilité et on est extrêmement efficace. Moi, j'ai été une surdouée des affaires, vraiment. Et ce qui fait que j'étais dure, mais très, 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 très dure. Et il a fallu que la vie me secoue beaucoup pour que je puisse enfin exploser en vol et m'autoriser à faire ce break de temps pour pouvoir aller vers la sorcière. Mais je ne pensais pas aller vers la sorcière, moi, hein, pas du tout. Hein. Quand j'ai plongé, que j'ai tout vendu, que j'ai arrêté, je croyais que j'allais apprendre des techniques. Bon. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé à apprendre les techniques, ben, c'était des trucs que je savais faire. Seulement là, ils avaient un label. Alors, je trouvais ça top, moi. Et puis, je trouvais aussi génial qu'il y a des gens qu'on paye pour dire les informations. Parce que comme j'avais été surtout un autodidacte, pour moi, c'était c'était incroyable. Quand on payait, on avait des cours. Je trouvais ça fou. Donc, ça a été ça. Et évidemment, avec le temps, la vie m'a amené avec les épreuves, parce que la vie initie avec le couteau. Hein. Elle n'initie pas avec simplement la tendresse, elle y va avec le couteau pour couper. Et pour que cette blessure devienne des ouvertures, il faut quand même tailler dans la chair, hein, et dans ce qui est cher, bien sûr, ce qui vous est cher. Et là, à force de blessure en blessure, j'ai eu une ouverture qui, aujourd'hui, me rend paisible à la vie, sans pour autant ignorer que nous sommes dans une période difficile, sans penser que peut-être qu'on arrive à la fin de quelque chose, mais j'aime garder la lucidité, mais plus je vieillis, plus la joie, si je ne peux pas dire ça autrement, et la beauté du monde s'éveille dans mes yeux donc, et dans mon cœur. Donc, c'était une route... c'est vraiment une route sportive, la route de ma vie jusque-là. Je ne sais pas ce qui m'attend ensuite, mais ça a été quand même quelque chose qui m'amène à une forme d'ouverture que j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est quand tu dis c'est le couteau, enfin la vie nous éveille, nous éduque ou nous éveille au couteau. Et c'est vrai que des fois il faut des choses difficiles. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui vient de dire c'est le décès de ma maman qui m'a éveillée. Moi, la mienne qui est connectée là en ce moment même, elle a un grave accident de voiture et tu le sais. Et c'est ce qui m'a à l'époque fait réfléchir. Et en fait, trop souvent, on a peur, les gens ont peur de souffrir. Alors, je parle pas de grandes souffrances comme ça, un décès et tout, évidemment, mais moi, j'ai tellement de gens qui viennent à moi avec même cette difficulté à imaginer sortir de ce qu'on appelle maintenant, c'est très connu, mais sortir de leur zone de confort, de ce qu'ils connaissent, de leur... Et juste ça, sauf que sans difficulté ou sans challenge, il n'y a pas de possibilité de progrès en fait, et il n'y a pas de possibilité de connecter à ces ressources intérieures, à ce qui existe de puissant à l'intérieur de nous. Donc on a besoin, et dans ce monde où on veut tout aseptiser, d'ailleurs c'est intéressant, c'est très métaphorique ce qui est en train de se passer en ce moment, mais où on veut tout anesthésier, tout aseptiser, nous faire croire qu'il existe des méchants virus qui vont nous faire du mal, alors qu'au contraire, c'est via les virus aussi qu'on développe notre immunité. Ça fait pas sens, c'est complètement, pour moi c'est extraordinairement grotesque ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on a besoin de la, on a besoin de la challenge, on a besoin de tout ça, et au niveau de notre santé et au niveau de notre personnalité, de notre esprit pour grandir. Oui, et je crois que je pense que même quand on parle de démarche spirituelle, on en parle comme d'une formation. La vie, elle apporte ce qu'on a besoin. Il y a des gens qui, on se fait beaucoup de soucis pour eux parce qu'on dit, oh là là, ils sont fragiles, ils vont pas y arriver, on peut avoir un oncle, une cousine ou quelqu'un dont on est vraiment, on se fait du souci, on se dit, oh, quand on sera pas là, comment il va faire? Et on se rend compte que la vie lui envoie pas grand-chose. Pour nous, pour lui, le peu qu'il a, c'est une montagne. Mais de notre côté, on dit, il n'a pas grand-chose. Et puis, vous avez des gens, vous avez l'impression que franchement, ils ont des épaules solides. Ben alors, toute la journée, la vie, elle est intense. Hein. Moi, il y a des fois, d'ailleurs, je lui dis, je redouble. Hein. On arrête. Hein. Là, il n'y a pas de truc. Hein. Je ne veux pas de formation de plus. Vous laissez tomber. Je reste à ce niveau-là, si vous voulez. Si on mettait des schémas comme ça, hein, ça donnerait ça. Or, en fait, je crois que l'initiation de chacun, c'est la vie qui l'a fait. Ce qu'on a juste besoin, c'est d'oser vivre. Oui. C'est pas d'aller chercher des épreuves.
c'est d'oser vivre. Or là, pourquoi ça marche tellement bien, le monde qui détruit tout? C'est parce que le rêve qu'il amène laisse à l'abri le corps. Et donc, tout ce qui va être souffrance émotionnelle disparaît. Tant que je suis dans une série, je peux me projeter dans la peau de quelqu'un et vivre 300 épisodes dans cette peau. Je trouve que j'ai eu une très belle vie. Parce que j'ai été dans la peau de cette femme, j'ai aimé, il suffit de me masturber le soir pour y penser, tout va très bien. Donc, je fais tout ça et je ne me suis pas mis en danger amoureux. Je donne un exemple simple. J'avais dit, tiens, puisqu'on est dans une période difficile, pourquoi ne créer pas les concierges de rue? Puisque ça nous permettrait de réapprivoiser ce que c'est que le lien réel de la voisine, du voisin, de celui qui est en bas, et de partager les ressources dans une période si difficile. Et là, ça a été un tollé. Pourquoi? Parce que je peux me mettre à poil sur Internet, personne ne sait où j'habite. Et je peux bloquer qui c'est qui m'énerve. Donc, à partir de là, je peux être à la fois avec, sans payer le prix de mon voisin me connaît, il sait que je ne vais pas bien, alors peut-être qu'il pourra en profiter. Ou alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais alors attends, tu vas avoir des histoires de cul, tu vas avoir des gens qui savent ce que tu fais, etc. Mais tu le racontes sur Internet. Ah, mais c'est pas vrai, on ne sait pas où je suis. Donc, l'idée de recréer du lien réel sur la voix, hein, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur. Et c'est ça le corps. Le corps, l'épreuve du corps, c'est ça, c'est je vais aimer quelqu'un et je suis sûre, parce que c'est toute rencontre finit par une séparation. Ça, c'est gagné. On est sûr qu'on l'a. Vous tombez amoureux, vous avez peur au départ de ne pas être ensemble, après vous pouvez être sûr que vous serez séparés. Donc, et c'est ce qui fait d'ailleurs que quand on a vécu 30 ou 40 ans ensemble, à la fin, on a les débuts. Parce qu'on a tellement la trouille que l'autre meurt qu'on se retrouve comme au début où on avait peur de ne pas être ensemble. Ça, c'est rigolo. Enfin, bon, c'est pas très rigolo, mais moi, j'aime bien. Ça re-intensifie le couple, en fait, juste parce qu'on sait que l'autre va partir. Hein. On ne sait pas lequel des deux, mais il y en a un qui va partir. Donc, vous voyez, le corps fait peur parce que souffrir est interdit. On a l'impression que si je souffre, je me transforme. Et c'est vrai. Et c'est cette transformation qui est à la base de tout le problème de notre conditionnement. C'est vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, on croit que si je fusionne, je perds qui je suis, je ne serai plus moi. Alors que une plante, si elle ne fusionne pas avec le soleil, avec l'eau et tout le reste, elle ne grossit pas, elle ne grandit pas. Si un gland, il ne fait pas, il ne deviendra jamais un chêne. Et nous, on veut rester les mêmes. Donc, on veut que la tête voyage, mais pas les sentiments, pas les émotions. Et c'est ça qui tue le monde. C'est que la peur de l'attachement, des conflits, de cette façon de ne pas être d'accord des fois, d'avoir des difficultés à trouver un point commun, mais ça s'appelle l'être humain. Ça fait très très peur aujourd'hui, je crois. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu noyée C'est bien, là-dedans. seulement parce que plein de gens avaient besoin d'entendre exactement ça et c'est bien. Laisse-toi voguer vers là où ça va. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Je les ai pas, j'en ai vu passer, mais comme j'étais captivée et que après c'est moi qui parlais, je les ai pas relevées. Mais si vous avez des questions aussi, posez-les. Ce sera l'occasion. Qu'est-ce que moi je voulais te demander d'autre? Peut-être que ça serait bien, tu vois, quand on parle de thérapie et qu'on dit cette personne m'a permis de, tu vois, je crois que la thérapie, c'est comme l'histoire d'amour. En fait, la vie met en connexion deux personnes, la vie. Et cette connexion éveille une part de soi. Et en thérapie, c'est ça. Hein? Encore, il y a une part de soi qui s'éveille dans la connexion. Ce n'est pas l'autre qui l'éveille, c'est la relation qui permet l'éveil d'une part de soi. En amour, c'est pareil. Je tombe amoureux de la part de moi qui s'éveille. Je me dis, oh, je ne me suis jamais sentie aussi bien ou aussi cela. Et je pars d'ailleurs pour la part de moi que je trouve horrible, je deviens horrible. Mais avec un thérapeute, c'est la même chose. Et en fait, souvent, je dis, quand je supervise des thérapeutes ou que j'en ai formé, je leur dis, pensez à une chose. Vous êtes, comme dit Thich Nhat Hanh, hein, c'est quand les conditions sont réunies, la vie apparaît. Eh bien, en thérapie, c'est la même chose. Il y a une connexion qui se fait avec les deux parce que le thérapeute aussi ouvre une part de lui au contact
de celui avec qui il va faire la danse. Il y a une part qui s'éveille, qu'il ne connaît pas. Et c'est cette relation qui nourrit l'un et l'autre. Et des fois, c'est un émerveillement parce qu'on se dit, waouh, tiens, ça peut amener ça ou ça a amené ça. Mais c'est la relation qui l'a amené. Et en amour, c'est pareil. C'est pas lui m'a donné ça, c'est notre relation qui m'a donné ça. Je crois que quand on commence à être comme ça, justement, on peut être plus libre dans le lien et on n'est pas dans un schéma de connaissance ou de pouvoir partagé, mais dans une danse qui étonne l'un et l'autre. Et c'est toujours la vie qui est le maître du jeu. Ce que moi, je fais en tout cas dans mes séances, c'est quand même, c'est constamment sentir que, bon, je suis un plombier, après la vie, elle passe et elle nous étonne. Voilà, ça fait à peu près ça. Voilà. Et quelqu'un nous demande quelle est ta vision du futur proche. J'ai envie de faire les mêmes yeux. J'aimais, mon arrière-grand-mère me disait, quand tu penses le pire, sache que le meilleur est à côté. Alors, s'il te plaît, si tu dois regarder le pire, je t'en prie, va un petit peu plus loin et mets-le côte à côte avec le meilleur. Au moins, ta situation sera fort agréable. C'est un peu ce que je pourrais dire aujourd'hui. C'est-à-dire que le pire est avec nous et le meilleur aussi. Et ce qui se passe, comme le disent les Indiens, à l'extérieur de soi, hein, ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe au niveau du monde se passe à chacun de nous aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on a à faire un choix essentiel. Est-ce que l'on va être comme des personnes addictes, c'est-à-dire il va falloir qu'on sauve le monde qu'on a construit, hein, et on entend parler de il faudra pouvoir vite reconsommer, vite refaire démarrer, vite refaire ça, ou alors est-ce que ce sevrage à tous les niveaux aura éveillé une grande conscience dans le plus grand nombre de personnes et aussi un goût de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une grande pauvreté, on va avoir une violence, on va avoir un besoin de repères dans un monde où les repères sont cassés et un sentiment d'impuissance effrayant. Alors, il y a celui qui vient de mourir, c'était le dernier, comme ça s'appelle, résistant, là. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier résistant qu'on avait, là, le pote de Jean Moulin, hein. Il vient de mourir. Et j'adore ces gens quand ils parlent, parce qu'ils disent, il avait 100 ans. Alors il dit, bah, vous savez, franchement, au départ, avec De Gaulle, on était trois pelés, quoi. Il n'y avait personne. On était quoi? On Trois était pelés, trois pelés. c'est-à-dire il n'y avait Ouais. personne. Ils étaient une dizaine, quoi, autour du général, point. Et ils appelaient ça la France. J'ai trouvé ça. Et j'adore ça. Parce que c'est quand même cette poignée d'hommes qui, à un moment, sont arrivés à faire bouger les choses. Donc, des fois, quand on voit la masse, hein, comme là, hier, quand j'ai vu ce truc sur les voitures, bon, enfin, sur l'énergie verte, là, on s'étouffe. Hein. Donc, on se dit, comment faire? Mais je pense que ce qu'on vit avec le Covid, peut-être est en train de faire émerger quelque chose de part d'homme. On ne voit pas encore les êtres, comment dire, les signes. On a des personnes intéressantes hein, qui sont là, des gens de grande valeur, mais on n'a pas encore les grands leaders. Ne sont pas encore là. Et je pense que c'est le Covid qui est en train de les révéler, peut-être. Ouais, à l'intérieur de toi. C'est une période qui est Hein. complexe. Oui, à l'intérieur de chacun, en fait. C'est une période qui est hyper complexe, mais qui permet aussi aux résistants à l'intérieur de nous, pour reprendre ton mot de l'époque, mais aux leaders à l'intérieur de nous d'émerger et à s'interroger, ben, qu'est-ce que je crois vrai? Pourquoi est-ce que j'ai envie de me lever? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Quel est le discours que j'ai envie de partager, etc. Et c'est une période extrêmement particulière, mais qui nous presse et qui nous presse et qui nous presse et qui peut faire émerger des choses extraordinaires à l'intérieur de nous. Et c'est aussi pour ça, moi, le projet que je suis en train d'accoucher, là, qui existe à l'intérieur de moi et dont je vais parler bientôt, c'est issu de cette même question que je me suis posée en disant, mais oh là là, le monde est en train de... Enfin, on va dire, allez, pour rester poli, de transitionner. Hein, et quelle est la place que j'ai envie de prendre là-dedans? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à l'époque, quand je venais de voir dans ton cabinet, c'était
lesquels est-ce que je suis à ma place? Et comme la Oui, réponse était non, je suis partie la chercher et la créer. Mais voilà, donc effectivement, c'est une période très très particulière, mais des périodes très particulières peuvent émerger des destins et des ressources qu'on ne soupçonnait pas. Et c'est ce que je mais nous souhaite à quand je disais tout à l'heure, l'initiation d'une vie passe par l'épée. Ah, vous allez me dire, t'es maso. Non, non, elle passe par les blessures d'une vie. Ça peut pas être autrement. Pourquoi? Si vous regardez aujourd'hui les grands feux qu'il tous. y a eu ou les inondations, la jeunesse qui a été touchée par les grands feux n'a plus du tout la même façon de percevoir demain. Pour beaucoup, ils sont devenus des combattants réels. Pourquoi? Parce que le corps a été touché. Le corps a eu peur, les gens ont dû perdre tout ce qu'ils croyaient important. Il y a eu des morts, il y a eu une peur réelle, une blessure réelle. Tant qu'on ne passe pas par le corps, on ne peut pas agir. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ça qui est absolument terrible et terrifiant, c'est qu'on va avoir vraiment des larmes. Les faillites qui arrivent sont effrayantes. On voit déjà des commerçants se suicider. Moi, j'ai des personnes qui sont dans des états pas possibles. Il y a une véritable angoisse qui monte. On va avoir des larmes. Et c'est quand le corps souffre qu'on peut rentrer dans autre chose que l'esprit. L'esprit peut tout supporter, pas le corps. Et comme le corps rencontre une limite, eh bien, il est en train de rencontrer le monde vivant qui lui aussi a ses limites. C'est le seul moyen qu'on a de sauver la planète, c'est de rencontrer notre limite. Mm. Et pour ça, il faut que le corps souffre. C'est pas que je veux que vous preniez des trucs pour, pour vous flageller, hein. Non, mais c'est qu'une expérience passée par le corps devient une connaissance. Si j'ai une histoire d'amour, même si je souffre, si j'ai aimé, j'ai appris au fond de mon corps, cœur et corps, ce qu'est l'amour. Si je l'ai lu, que je l'ai vu dans les films, je peux en parler merveilleusement bien, je ne sais toujours pas ce que c'est. Parce que je ne connais pas le prix de la perte et du manque. Car je sais combien j'ai aimé quand la personne s'en est allée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est la douleur qui amène l'ouverture et le futur bonheur parce que c'est la conscience de la limite et du vivant. Et c'est ça, quand on me dit qu'est-ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de ce genre, je crois. Mm. Et on pourrait continuer des heures. On va être limité par Instagram qui de toute façon va couper au bout d'une heure, donc dans quelques minutes. Euh, Est-ce que quel mot de la fin? Ou il y a d'autres personnes qui interrogeaient notamment sur. J'ai vu passer plusieurs questions sur ta vision du virtuel, mais tu l'as déjà mentionné un petit peu au début du live, donc je peux aussi vous inviter à retourner au Il début faut du live. retourner le virtuel à notre avantage. Parce que c'est Oui. un monde qu'on occupe sans aucune autorisation. S'ils veulent l'arrêter, on ne peut rien faire. Alors, il faut prendre du virtuel pour aller dans le réel. On sait qu'aujourd'hui, on a peur du lien. Recréons du lien dans le virtuel et offrons-nous un pot dans le réel. Ayant des idées de bouffe, très bien, allons les vivre dans le réel. Que ce soit vraiment un pont qui réapprenne nos hommes à être ensemble dans le réel, parce qu'il n'y a que là que la résistance se fera, pas dans le virtuel, vous serez toujours baisés. Alors là, c'est vraiment le cadeau qu'on peut se faire aujourd'hui. Rencontrons les gens dans le réel, c'est ça l'important, je crois. Voilà, c'est ça que je voulais Et dire. tu veux dire dans le réel, mais en ce moment, même Bah, avec même ce en ce moment, enfin, je veux dire, on a le droit d'être à 2, à 3, à 4, je ne sais pas combien ils ont annoncé, 8, hein, mais je veux dire que même en ce moment, mais sinon prenez-le pour cet été. Vous avez été passionné par quelqu'un, vous lui dites bienvenue, on se retrouve à tel endroit. En vrai, Mm. en vrai, Ouais. c'est le vrai qui a besoin d'exister aujourd'hui, le vrai. Voilà. Exactement, c'est vrai avec un grand V. Et tu vois, hier soir, on était invités à un dîner et on y allait en rigolant en disant tiens, on est des délinquants et des clandestins. Bon, nous, on est un peu contre ce qui est en train de se passer et choqués de la manière dont c'est fait. Donc, on allait à ce dîner et j'en suis rentrée parce que même si je suis pas d'accord, concrètement, tout est fermé. Donc, même si je voulais sortir, il n'y a plus rien à faire. Donc, j'ai la chance d'habiter dans une maison qui est très ouverte et je suis en pleine nature. Mais donc, hier, on est allé à ce dîner et j'en suis rentrée en me disant mon Dieu, que ça m'a fait du bien, ce shot d'humain. Genre, j'ai vu d'autres gens et on a ri, on a débattu et on s'est
Et waouh, quoi. Donc oui, il nous faut du vrai. Et moi, j'essaie de créer du lien et de créer de la connexion, etc. via les ateliers que je propose. Il y en a un ce soir aussi, c'est des ateliers gratuits là, du confinement. Et je suis émerveillée comme toi de ce qu'on arrive à créer virtuellement parce que vraiment on est 100, 150, 200 et il y a une vibration, il se passe quelque chose d'extraordinairement authentique dans ces espaces virtuels que l'on co-crée avec toutes les personnes qui me font l'honneur de participer chaque semaine. Mais le vrai, quoi. Et donc, résistons. Si on a, moi, j'ai envie de dire, le monde a besoin qu'on résiste aussi. Les résistants d'aujourd'hui, on doit continuer de porter ce message de l'être humain n'est pas dangereux, quoi. On n'a pas besoin de tenir à distance, on n'a pas besoin de s'isoler de lui. L'être humain, c'est ce qui donne la saveur à l'expérience humaine, la Oui, connexion avec l'autre. Donc, et tu as raison. Enfin, mais quand tu dis l'être humain n'est pas dangereux, c'est la première chose qu'on nous apprend. mais oui. Le Et, conditionnement et avec la aujourd'hui, compétition fait que l'autre est toujours quelqu'un qui veut ta peau. Et mais c'est pour ça que ce Covid est génial. Parce que il nous apprend que cette distance, c'est fou. On n'est pas dangereux. Tu as raison. non, on n'est pas dangereux. On est vital. On est vitaux les uns pour les autres. Et on est vitaux les uns pour les autres. Et ce qui me rend folle, moi, quand je vois tous ces... Pour votre sécurité, restez à distance. Mais mon Dieu, mais quelle catastrophe, ce conditionnement. Ce conditionnement. Donc non, non, pour votre sécurité, pour votre santé, rapprochez-vous. Oui, Rapprochez-vous. on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche, hein, je veux dire, quand on ne se connaît pas, mais on peut être ensemble en conscience. Je comprends que pour certains, il y a une vraie appréhension, mais Bien sûr. la conscience qu'on a besoin d'exister est importante, ensemble, de se voir. Et ça va venir, de toute façon, tout passe. Le Covid, il passera aussi. Hein. Il ne va pas rester, sauf si on a envie de le faire durer, mais ça, c'est une autre histoire. Exactement. Bon, bah écoute, on arrive au bout de notre heure. C'est passé à une Ben, vitesse c'est et je parfait. n'ai pas du tout vu passer. J'imagine que tu lisais pas forcément les commentaires. Il y a eu Non, je ne vois pas. notamment des gens qui disaient merci, c'est la pause déjeuner la plus nourrissante de toute ma vie. Et bah, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition. Ça m'a fait un tel plaisir de te voir bah, virtuellement et j'espère pouvoir te revoir en vrai bientôt. Bientôt. Et merci, merci pour ce que tu apportes au monde, ce que tu m'as apporté, ce que tu continues de m'apporter à moi. Donc oui, tout le monde pose la question. Oui, c'est en replay, tout simplement, ça sera dans le IGTV. Et, et tu continues, tu fais une vidéo par jour encore maintenant? Oui, une par Oui. jour. Et voilà, et Gisèle fait une vidéo par jour, courte, Et, et voilà. importante, cette même Et le joie. jeudi, je fais une conférence enfin, avec le Québec, où on est mélangé. Voilà, Quoi tous ça? les jeudis. Avec Emmanuel, elle a monté le mouvement ELA. C'est aussi quelqu'un qui était dans les affaires et qui est Ah, retourné dans autre chose. Et donc, le jeudi à 18h, on fait tous les jeudis une conférence pour permettre à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens pour faire une thérapie ou pour venir dans les stages, eh bien, de poser des questions en ligne et de les aider. Donc, tous les jeudis, 18h, c'est questions-réponses. C'est entre nous que ça s'appelle. On fait les choses entre nous. Voilà. Pour formidable. aider ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Hein. Oui, C'est merci. Et quelqu'un d'autre me demandait s'il y aurait d'autres pauses déjeuner comme ça. Oui, moi, j'ai prévu dans les 3-4 prochaines semaines d'avoir 2 rendez-vous par semaine de conversations authentiques et inspirantes avec, comme je le disais, les personnes qui ont marqué ma vie, soit vraiment, soit je les connais pas, mais inspirent par la façon dont ils gèrent leur vie. Et donc, j'ai des grands rendez-vous comme ça et le programme va être annoncé dans ma newsletter de ce dimanche. Et vous le verrez aussi passer sur Instagram et sur Facebook. Donc il y aura d'autres pauses déjeuner et il y aura 2 rendez-vous par semaine sur la pause déjeuner ou un pendant le week-end pour que ce soit plus facile aussi pour d'autres personnes de nous rejoindre. Voilà. Merci infiniment, À Clem. bientôt. J'embrasse tout mon cœur. Moi aussi, je t'embrasse fort. Ciao. Au revoir. Au revoir. Euh, Je sais pas comment on dit ça.